Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour, ou Mbotenayo en lingala, une langue du Congo. Cette semaine, tous les Africains ou presque sont devenus des Congolais. Actualité oblige, la République démocratique du Congo a son alternance. Il lui manque encore un nom, un seul, entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Les cœurs des Congolais, ceux des grandes puissances, balancent. Qui a effectivement gagné la présidentielle au Congo? Cette question crée depuis le milieu de cette semaine le malaise à Kinshasa, à Lumumbashi, à Kisangani, mais aussi à Paris, Bruxelles, Pretoria, Washington et même à Lomé. À Lomé, on suit attentivement ce qui se passe au Congo. Vous savez qu'en dehors de la taille, le Congo étant trop grand pour le Togo, les deux pays ont eu plusieurs choses en commun. L'animation politique, l'authenticité ou le retour aux noms africains, le culte de la personnalité pour aboutir aux présidences de Joseph Kabila, fils de Laurent Désiré Kabila, et de Faure Gnassingbé, fils de Gnassingbé Yadéba. Et bien d'observateurs ont vite fait de 10 Togolais à la place de Congolais et vice-versa. En attendant les clarifications au Congo, le Togo reprend la nouvelle année et avec elle l'équation de l'alternance politique. L'alternance, puis l'alternative, tout reste en entier à Lomé. Ce samedi, le Togo devrait de nouveau marcher, comme dans un passé très récent. Le gouvernement togolais s'est invité parmi les marcheurs. Au final, le 12 janvier, laissé au profit du 26 janvier, le gouvernement s'était invité à la C14. La C14 ou la C13? 13 pour les partis de l'opposition à l'exception du MCD. En vérité, quelle est la situation au sein de la coalition? Qui sont les maillons faibles dénoncés récemment par le Togo autrement? Désormais, sans député à l'Assemblée nationale, quels sont les nouveaux chantiers de la coalition de l'opposition? L'Assemblée nationale, beau bâtiment et 91 nouveaux élus, certains préfèrent nouveaux nommés. Et qu'est-ce qu'ils finiront par donner au peuple togolais? Vont-ils réussir là où d'autres ont échoué avant eux? Manifestement, les nouveaux députés sont contents. Ils sont contents d'avoir accompli ce qui relève du domaine du rêve. Secrètement, d'autres Togolais rêvent sans doute de la primature. Qui sera le prochain Premier ministre du Togo? Ou autrement, le Togo a-t-il toujours besoin d'un Premier ministre? On le sait, le pays n'a pas besoin de trop de détenus puisque 454 prisonniers ont été gracieusement priés de sortir. C'est Faure Gnassingbé qui leur a ouvert les portes. Il a fait de même à Lomé 2 où il a accueilli le patron de la FIFA. Pendant ce temps, Yak Damhan lutte contre la criminalité. 205 arrestations, mais cela n'a pas empêché un nouveau braquage ce samedi à Lomé. Bilan, un mort tué par arme à feu. Yak Damhan semble ne pas avoir l'arc. Et puis, Sylvanus Olympio est mort un 13 janvier. Quel souvenir garde-t-on de l'homme? Il est mort, il y a déjà 56 ans. Les numéros de l'émission d'aujourd'hui, 96 50 34 37 70 43 01 70. C'est donc avec la coordinatrice de la coalition de l'opposition que nous allons lancer la nouvelle saison au D12 de Pyramide FM. L'émission est mise en onde par Romaric Freitas, Madame la coordinatrice. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et la fête, elle s'était bien passée? Oh là là, vous parlez d'une fête alors que vous connaissez très bien les préoccupations des Togolais et des Togolaises. Vous avez vous-même remarqué la morosité qu'il y avait en cette fin d'année. Mais si vous me le permettez, c'est la première fois que je passe sur vos antennes en 2019. Je voudrais sacrifier à la coutume, mais aussi poser un acte qui me vient du fond du cœur, c'est de présenter mes vœux à vos auditeurs et auditrices. Des vœux d'abord de santé. Je dis toujours que c'est un capital très précieux dont nous avons besoin. Ensuite, je souhaite que chacun de nous jouisse de la paix à laquelle nous aspirons tous aussi, et que nous soyons des hommes et des femmes épanouis qui puissent cette année encore, avec beaucoup d'engagement, se consacrer à la lutte pour l'alternance qui va connaître une nouvelle phase cette année, et nous la voulons très intensive, très stratégique, une lutte qui nous permette d'engranger des avancées substantielles.
Permettez également que je vous présente les vœux de Pyramide FM et à travers vous à l'ensemble des acteurs politiques du Togo. Je voudrais aussi profiter pour pousser ce coup de gueule à l'endroit des acteurs politiques du Togo qui sont en réalité nos partenaires, les partenaires de la presse togolaise. Sans presse, donc point de diffusion des idées des hommes politiques, mais avouons que dans notre pays, la presse est trop souvent peu considérée. Et comment peut-on comprendre que parfois les animateurs des émissions sont dans l'obligation de faire la cour aux acteurs à venir dans les émissions? Il est évident que aussi sans invité, il n'existe pas d'émission, mais je voudrais savoir si nous voulons vraiment faire de la démocratie au Togo. Sans trop vouloir rentrer dans les détails, je voudrais quand même lancer un appel à plus de réceptivité et à plus de considération à l'égard des acteurs de la presse. Madame, je ne sais pas si vous avez une réaction suite à ce coup de gueule. Je sais que vous n'êtes pas trop concerné par ce coup de gueule, mais il y a un certain nombre d'acteurs merci de le préciser. Que nous devons rappeler à l'ordre. Merci de le préciser, mais ça m'offre l'occasion de reconnaître encore une fois le rôle important que vous jouez dans notre pays et dans cette lutte que nous menons pour des lendemains meilleurs au Togo. Et je présente, je porte les mêmes souhaits, les mêmes aspirations que vous, avoir une presse épanouie, des hommes et des femmes qui tirent satisfaction du travail qu'ils font et qui jouissent de meilleures conditions de travail. Je souhaite que, tout comme vous l'avez dit, que les acteurs politiques de tous bords, et vous savez très bien que ça ne s'applique pas vraiment à nous, de la classe politique de l'opposition, nous reconnaissons votre place, le rôle essentiel que vous jouez, et à chaque fois que vous nous sollicitez, nous sommes prêts à répondre. Mais je souhaiterais qu'une partie de la classe politique, notamment celle qui est au pouvoir, comprenne mieux le rôle de la presse et qu'elle soit plus disposée à participer, surtout au débat public que nous souhaitons de tous nos voeux. L'interpellation au-delà du pouvoir va également à l'opposition, puisque certains acteurs de l'opposition également ont du mal à répondre aux invitations. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il est difficile de comprendre qu'on ne puisse pas répondre, ne serait-ce qu'à un SMS, ne serait-ce qu'à un appel au téléphone. Dans d'autres pays, c'est les acteurs politiques qui courent derrière les journalistes. Mais ici, on semble totalement négliger les journalistes. Des fois, je ne voudrais pas parler de mépris, mais en fait, ça a l'air. Je pense que c'est une fausse impression, s'agissant de nous. Nous ne pouvons pas nous permettre de mépriser les hommes et les femmes des médias que vous êtes. Nous allons parler de la situation politique au Togo dans un instant, mais vous savez très bien que le pays qui fait l'actualité au-delà du Togo, c'est la République démocratique du Congo, où un opposant est en train d'accéder à la présidence de la République. N'est-ce pas un grand événement, madame? Je pense qu'il est difficile de parler de ce qui se passe actuellement en RDC. Oui, vous avez raison de dire que c'est un grand événement. C'est un événement que tous les Togolais ont suivi et continuent de suivre. Un événement qui certainement nous permet de tirer des enseignements. Un événement qui appelle beaucoup de commentaires. Et le premier enseignement que je voudrais que nous puissions en tirer en tant qu'acteurs de la lutte pour l'alternance au Togo. Et tout à l'heure, vous avez fait une analyse comparative de la situation dans les deux pays et vous avez eu raison de relever qu'il y a beaucoup de similitudes. Et moi, j'ajouterais que une des leçons à en tirer, c'est que sur la base de ces similitudes-là, nous avons la conviction maintenant que ceux qui sont au sommet du pouvoir
mutualisent énormément les ressources et mutualisent les stratégies qu'ils utilisent pour se maintenir au pouvoir, puisque ils ont le même problème, c'est se maintenir au pouvoir. Et donc, nous, acteurs en lutte, nous devons nous aussi faire en sorte que nous puissions être rapprochés, que nous puissions nous aussi être plus solidaires entre nous. Et ce qui est positif dans ce qui se passe en RDC et qui doit nous donner, qui nous donne de l'énergie pour aller de l'avant, c'est que il est possible que les choses changent. Il est possible que les choses bougent, mais en même temps, nous devons comprendre que pour que cela arrive, pour que ce changement aille dans le sens des aspirations des populations, il faut réunir des conditions. Il faut, et nous sommes sur la voie, que l'opposition renforce son unité. Il faut absolument que l'opposition fasse en sorte que l'adversaire ne trouve aucune brèche, comme en RDC, où on voit clairement que le plan A de M. Kabila, c'était son candidat, M. Chadari, mais comme face à la détermination du peuple qui a voté en sorte que Chadari soit loin vraiment de ceux qui sont en tête selon les résultats, eh bien, il s'est rabattu sur un plan B qui se trouve être un acteur de l'opposition. Il n'aurait pas eu cette opportunité si M. Tshisekedi ne s'était pas désolidarisé de la candidature unique telle qu'elle avait été organisée par tous les acteurs de l'opposition. C'est une leçon que nous devons apprendre aussi. Mais l'autre leçon à laquelle je tiens aussi, c'est que il est possible de faire bouger les choses à condition que nous travaillions, que nous nous organisions et que nous restions vigilants. Nous organiser pour que les conditions du scrutin soient les plus transparentes possibles, mais nous organiser aussi pour contrôler le scrutin. Parce que la bataille qui va se mener de plus en plus et qui se mène en ce moment en RDC, elle se mène autour du sujet fondamental de la vérité. La vérité des urnes. Justement, sur la question qu'on a du mal à reconnaître et ce n'est pas acceptable. Justement, sur la question de la vérité des urnes, il y a beaucoup de batailles engagées, notamment en RDC, mais au-delà de la RDC, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Beaucoup ont cru qu'avec l'alternance, le Congo, la situation est passée, mais visiblement, c'est un peu comme si on n'est pas sorti de l'auberge, comme on le dit. Ah, absolument, absolument. Et c'est vraiment dommage. On en arrive à cette situation parce que on veut passer à côté de la vérité des urnes. Et c'est vraiment scandaleux. Je dis que c'est scandaleux ce qui se passe. Où on sait très bien, vous avez vu les conditions dans lesquelles les résultats ont été proclamés, qu'il s'agisse de l'élection présidentielle ou de l'élection, des élections législatives ou provinciales, mais moi je suis effaré de constater que finalement, on n'a même pas fini de compiler les résultats. On spécule, on joue sur la base des résultats, de résultats provisoires que l'on veut faire passer pour des résultats définitifs. On ignore même complètement une partie importante des bulletins et on n'a pas dépouillé des bulletins déposés dans les urnes par les Congolais. Vous semblez épouser alors la position des puissances internationales.
Écoutez, écoutez, moi, ce débat-là, je ne veux pas qu'on fasse d'amalgame. Je ne veux pas d'amalgame. Ce que je dis, ce qui est important dans cet événement que nous vivons, c'est que en démocratie, les élections comptent beaucoup. Les élections constituent une opportunité pour les citoyens de choisir leurs dirigeants. Et tout est basé sur la crédibilité de ces élections. Et pour que ces élections soient crédibles, il y a le principe que les résultats proclamés doivent refléter ce qui est exprimé dans les urnes. Comme vous direz quelqu'un. Et aujourd'hui, il faut se battre, quel que soit le côté où on se trouve. Que ce soit les puissances auxquelles on peut avoir des choses à reprocher, ou que ce soit d'autres acteurs, nous tous, nous devrions nous battre pour la vérité des urnes. Justement, et je ne me rangerai. Je vous comprends, madame, mais justement, la position de la France qui dit que les résultats ne sont pas conformes, cette position qui est confortée quelque part par d'autres grandes puissances qui hésitent même à adresser des félicitations au président déclaré élu, est-ce que cela ne crée finalement pas un malaise? Puisque je vous rappelle qu'on a organisé des élections, des soi-disant élections ici le 20 décembre, on n'a pas entendu de félicitations de ces puissances, hein, je vous le rappelle aussi. C'est des élections législatives. C'est des élections législatives. Ah ben oui. Dans la pratique, dans la pratique, l'enjeu était important. Oui, dans la pratique, les lettres de félicitations sont envoyées au président quand il s'agit d'une élection présidentielle. Pour les législatives, dans la pratique, très souvent, il n'y a pas de lettre de félicitations. Non, 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 attendez, mais on se prononce. On se prononce quand même sur la CEDEAO s'est prononcée. Les élections. La CEDEAO s'est prononcée. Oui, et dans la foulée, les puissances qui ont délégué à la CEDEAO, la communauté internationale qui a délégué à la CEDEAO le pouvoir de régler la crise togolaise, devrait pouvoir dire quelque chose après la CEDEAO. Vous avez entendu? Je n'ai pas entendu, mais en fait, est-ce que quelque part, il n'y a pas un malaise quand ceux qui d'habitude sont des oppositions africaines ont des positions semblables, similaires aux positions des puissances qui sont très souvent décriées? Est-ce qu'il n'y a pas un malaise? Il n'y a pas de malaise tant que ces positions sont basées sur des principes. Et je l'ai dit tantôt, ce qui est en cause, c'est un des fondamentaux de la démocratie. Alors, tant que c'est de ça qu'il s'agit, il s'agit de se battre pour que ces fondamentaux-là ne soient pas foulés aux pieds, eh bien, si il s'avère que les puissances tiennent à cela aussi et prennent position pour des valeurs qui sont des valeurs universelles, eh bien, je ne bouderai pas. À vous écouter, mieux que l'alternance, vous voulez la vérité des urnes. En fait, pour cette vérité... La vérité des urnes qui a un lien avec l'alternance, c'est elle qui va permettre aux citoyens qui ont des aspirations profondes à changer de dirigeants, c'est ça qui va leur permettre. Mais dans le cas spécifique du Congo, même s'il n'y a pas la vérité des urnes, on a quand même l'alternance, puisque le premier, c'est un opposant. Oui, mais c'est ok, on peut le dire, mais quelle alternance et quelles implications? Quand vous allez avoir désormais un chef d'État qui sera suspendu, qui n'aura aucune base parce qu'il sera obligé de collaborer avec une autre majorité, une majorité qui est ailleurs, hein, et que vous avez à la base des élus qui sont en majorité du parti dont on conteste la gestion. Quand même, moi, je pense qu'il n'y a qu'en Afrique que ce genre de scandale ont encore lieu aujourd'hui. Et c'est ridicule. C'est ridicule s'il ne s'agissait pas de la vie de millions, de dizaines de millions d'hommes et de femmes. La situation du Congo est en discussion au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est quand même quelque chose
C'est assez rare pour être souligné. Est-ce que vous êtes surpris que autant de grandes puissances s'intéressent à ce qui vient de se passer ou se passe au Congo? Non, vous voulez m'amener à dire qu'il y a beaucoup d'intérêt en jeu au Congo. Je suis d'accord, il y a beaucoup d'intérêt. C'est un pays extrêmement riche qui est convoité par beaucoup de puissances. Mais je suis vraiment désolé de ce que le Conseil de sécurité soit divisé parce qu'en réalité, le changement, l'alternance n'est pas forcément incompatible avec la préservation des intérêts réciproques des peuples et des nations. Il y a des mécanismes de coopération qui existent pour que ces intérêts-là soient assurés et que tous les peuples sortent gagnant-gagnant. Le problème, c'est qu'on ne veut pas en user. Et c'est vraiment dommage. Mais je pense que ce qui se passe aussi, c'est que le pouvoir sortant fait chanter énormément les acteurs au niveau international. Et en l'occurrence, il s'agit d'un chantage à la stabilité politique. Ça me rappelle aussi un peu notre situation. On comprend un peu plus pourquoi la CEDEAO en est arrivée à adopter cette position bizarre, hein, que tous les Togolais... Nous parlerons du Togo et sans doute de la CEDEAO dans un instant. Mais madame, au final, pour passer vers le Togo, est-ce qu'il faudrait recompter les bulletins au Congo? Il faut ou refaire une nouvelle élection? Bien sûr qu'il faut recompter. Il faut recompter, refaire une nouvelle élection. Et bien, vous voyez tout ce qui a été utilisé comme ressources. Il faut déjà recompter. Je suis convaincu qu'on trouvera la solution. J'en suis convaincu. Nous allons revenir au Togo, sans doute qu'on reviendra peut-être au cours de l'émission sur la situation au Congo démocratique, puisqu'on a constaté en début de cette émission que vous avez de l'espoir, que quelque chose peut se passer ici au Togo. L'année prochaine, le Togo va organiser également une élection présidentielle. Pour parler du Togo, nous allons nous enquérir de la situation au C14 ou à la C14. Moi, je parle de la C14, mais sur les réseaux sociaux, les gens ironisent. Vous avez raison. Les gens ironisent. Vous avez raison. Les gens ironisent de plus en plus. Oui, on sait qui sont ces gens-là. On sait que c'est le régime, c'est des gens qui sont recrutés par le régime en place pour tout faire pour décrédibiliser, déstabiliser la C14. Mais tout ça est peine perdue, hein, parce que aujourd'hui nous sommes déterminés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un groupe d'acteurs politiques de l'opposition qui ont compris qu'on n'est jamais fort que lorsque on est ensemble. Et n'en déplaise à ceux qui voudraient nous voir divisés, nous irons de plus en plus vers un renforcement de cette coalition-là. Nous allons la structurer, hein, la doter d'outils qui lui permettront d'être plus efficace et de poursuivre le combat. Donc, toutes les ironies qu'on entend ici et là, et ça ne vous décourage pas, puisque pas du tout. On entend souvent parler Pas de la du C13, tout. de la C12. C'est de l'eau qui glisse sur le dos d'un canard. On entend donc une refondation au niveau de l'opposition, notamment, y compris la C14 ou la C13, je ne sais pas, qui sans doute va se fondre dans un grand ensemble. Mais est-ce que c'est pas du déjà vu au Togo? Nous avons appelé à un mouvement citoyen. Et ce mouvement citoyen, on peut le voir. On peut le voir de diverses manières. Il n'implique pas nécessairement une fusion de la C14 dans un ensemble plus grand. Vous continuez pas à parler de la C14? Oui, je continue de parler de la C14. Il y a des consultations qui sont en cours, on l'a dit,
vous verrez que très rapidement, on pourra annoncer la forme que ce mouvement citoyen-là va prendre. Mais ce qui est sûr, la coalition des partis politiques qui mènent le combat, elle restera. Et comme je l'ai dit, elle sera renforcée pour être plus efficace. Mais attendons-nous quelque peu sur quelque chose qui fait également partie de la vie de la C14, c'est la situation spécifique du MCD, de Maître Tchassona Traoré. Est-ce qu'avec lui c'est fini ou pas? Ben, écoutez, vous devriez poser la question à Maître Tchassona Traoré. Pour nous, à la C14, nous ne voulons pas nous laisser divertir. Nous ne voulons pas perdre notre temps à régler des problèmes de dissension artificielle. Hein, et alors que nous avons des tâches essentielles à conduire pour arriver à l'alternance au Togo. Donc c'est un débat qui pour nous n'a aucun intérêt, il ne nous intéresse même pas. On a également lu un message émanant de Philbert Atisso au Togo Thomas. Il semble parler de réorientation stratégique. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas. Bien sûr que nous l'avons lu. Le collègue Philbert Atisso aurait pu faire ses propositions lors de nos réunions, mais c'est vrai qu'il bouge beaucoup. Il bouge beaucoup en ce moment même. Selon les informations que nous avons, il n'est pas au pays, mais là aussi, ce qu'il faut faire, c'est prendre ce qu'il y a à prendre de cette réflexion-là et continuer le travail, mais nous organiser de telle sorte que à l'avenir, que ces réflexions-là puissent être faites d'abord dans le cadre de la C14. Il y a des auditeurs qui nous écoutent de par le monde et qui semblent ne pas très bien recevoir la voix de madame. Je vais donc prier madame de parler un peu plus... De me rapprocher davantage du micro. Ok, parfait. Parfait. Nous allons, puisque vous allez faire de la réorientation ou bien vous allez revoir tout ce qui se passe au niveau de la coalition et au-delà de la coalition, des associations et personnalités qui sont dans cette lutte à vos côtés. Mais faisons un peu de bilan, puisqu'on a constaté que le Togo s'est réveillé un peu plus au niveau de l'opposition entre 2017, août 2017 et jusqu'en décembre 2018. Faisons un petit bilan. Oui. Oui, en fait, quel est le petit bilan qu'on peut faire, puisque le peuple, à un moment donné, s'est posé des questions sur les revendications. Est-ce qu'il y a eu des acquis ou pas? Mais écoutez, ce qui est sûr, c'est que nous sommes toujours en bonne voie, en bonne position pour que les acquis, pour que les aspirations des Togolais puissent être prises en compte. Et l'alternance que les Togolais veulent et qui passe par les réformes, nous sommes en mesure de dire que nous l'aurons au plus tard en 2020. Nous l'aurons au plus tard en 2020 et il y a des indicateurs, il y a des acquis qui sont des acquis d'étape. Aujourd'hui, nous avons des acteurs politiques qui sont déterminés, qui sont restés ensemble malgré toutes les manœuvres qui ont été déployées pour les diviser, au point où l'adversaire qui s'est fixé cet objectif-là n'arrive même pas à s'expliquer cette cohésion. Il faut la renforcer, je l'ai dit. Nous avons aujourd'hui, parce que nous sommes restés soudés, nous avons pu constater que le peuple lui-même est resté déterminé et
déterminé pour soutenir les actions de la C14 en laquelle il se reconnaît. Et ceux qui demandent à en voir les preuves n'ont qu'à se référer à ce qui s'est passé le 20 décembre dernier. Nous avons réussi à faire en sorte que l'opinion internationale, la communauté internationale ait compris que le Togo est le seul pays de la sous-région qui soit dans une situation pas du tout conforme, compatible avec les valeurs de la communauté que représente la CEDEAO et des valeurs universelles, de sorte que chacun reconnaît qu'aujourd'hui les populations ont raison de demander des réformes. Et tout cela, ce sont des acquis. Et je dirais que pour finir, vers la fin de l'année, eh bien, le régime a mis en place un plan qui en réalité était un traquenard qui l'aurait amené à organiser des élections législatives entièrement contrôlées par lui, auxquelles nous aurions participé et qui lui aurait permis, à travers des élections aux apparences de crédibilité, de faire croire qu'il a encore une assise et que les Togolais ne veulent pas le changement. Ce traquenard-là, nous y avons échappé. Nous y avons échappé, Renaud, parce qu'aujourd'hui, Pierrot, excusez-moi, parce qu'aujourd'hui, ce qui se serait passé, ce serait comme en RDC, où on serait en train de dire, eh bien, le régime est majoritaire à l'Assemblée. Parce que dites-vous bien, tel que mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'il ne l'est pas aujourd'hui? Ah ben, il ne l'est pas. Chacun sait qu'il ne l'est comment dirais-je, formellement, mais que dans le fond, les élections qu'il a organisées ne correspondent à rien du tout. Chacun sait que moins de 10% des Togolais en réalité ont participé à ces élections et que de surcroît, ces élections n'ont été que l'occasion de négociations, exactement comme ça se passe aujourd'hui en RDC, où on organise des élections tout en ne se préoccupant pas du tout de ce que les électeurs vont exprimer, mais en les prenant comme prétexte pour négocier et nommer des gens. Voyez-vous, c'est un piège que nous avons su déjouer. Et je pense globalement, à part ça, il y a eu des erreurs, il y a eu des faiblesses, mais l'essentiel est là pour qu'en 2019, que nous puissions réaliser des avancées. Et voyez-vous, moi, je suis vraiment choqué par ce qui se passe en RDC et ce qui s'est passé au Togo. Et une des explications qu'on peut en donner, c'est que le régime qui est contesté et avec lequel on veut en finir en RDC comme au Togo, a des raisons de craindre l'après-alternance. Mais je dis que ce n'est pas une raison pour mépriser le vote des citoyens. Il vaut mieux s'en tenir à la vérité des urnes et utiliser d'autres mécanismes pour faire en sorte que, et je pense à la négociation. En politique, on ne peut pas refuser de négocier, mais on ne peut pas substituer la négociation au choix des Togolais. Alors là, vous écoutez, madame, vous ne regrettez pas ce qui s'est passé le 20 décembre. Absolument pas. Mais en fait, les Togolais sont... Parce que c'était une défaite. Beaucoup de Togolais sont déçus par votre non-participation. S'il y a des Togolais... Non, j'en doute.
s'il y a des Togolais qui sont déçus par la non-participation de la C14, eh bien, ils comprendront bientôt. Ils comprendront. Et je pense que ce qui s'est passé en RDC leur permettra de comprendre. Parce que mais la RDC nous aurions été Togo, exactement madame, dans la même situation que l'opposition. Le candidat unique de l'opposition est celui qui en réalité a été plébiscité par les populations. Madame, et il y a des données probantes. Il y a les résultats de la CENCO qui a fait un travail extraordinaire. Les partis eux-mêmes se sont organisés aussi pour avoir les données. Mais malgré ça, voyez le culot que les forces conservatrices ont eu en voulant balayer tout ça d'un revers de main. Mais madame, je continue pas à dire, est-ce que le Congo c'est le Togo? Là-bas, est-ce que vous avez des Katoumi ici? Non mais écoutez... Est-ce que vous avez des Bemba? Écoutez, parce que nous on n'a pas... Vous voulez dire que nous sommes pauvres? Eh bien écoutez... Je ne dis pas, c'est une question que je pose. Non, mais pourquoi vous posez la question? Parce que les Katumbi, les Bemba que vous évoquez sont des personnalités politiques de taille, mais des personnalités qui ont aussi des moyens financiers et qui, de la sorte, ont soutenu le candidat unique, le candidat de l'opposition. Mais vous avez vu que malgré ça, ça n'a pas servi à grand chose. Donc la question des ressources, il faut la laisser de côté. Les ressources, on peut toujours les trouver. Et justement, on les trouve quand on est organisé et qu'on montre, on arrive à convaincre qu'on sait où on veut aller. Et voilà. Et je dis que je reviens au point où j'en étais, nous avons bien fait. Nous avons vraiment bien fait. Donc vous ne regrettez de rien. sorte qu'aujourd'hui, ceux qui sont embarrassés, en réalité, ce sont ceux qui, en apparence, donnent l'impression qu'ils sont contents. Eh bien, s'ils sont contents, qu'ils aillent de l'avant. Nous aussi, nous irons de l'avant. Rien n'est joué. Mais vous ne regrettez rien visiblement. Mais à un moment donné, il y a une question qui était souvent revenue quand vous êtes venu nous voir, c'est que si vous ne faisiez pas trop confiance à la CEDEAO, on a vu au final que la CEDEAO a semblé cautionner tout ce qui s'est passé sur le parcours. Et vous ne regrettez pas cette confiance? Je ne comprends pas cette question. Je ne comprends pas cette question quand on la pose. En quoi est-il prouvé que nous reposions uniquement sur la CEDEAO pour faire avancer notre combat? Non! Personne n'a dit, aucun acteur de la C14 n'a dit, c'est la CEDEAO qui va mener le combat à notre place. La CEDEAO pouvait jouer un rôle d'arbitre, et c'est ce qu'on attendait d'elle. Mais on a vu tout à l'heure, j'y ai fait allusion, je comprends, ce qui se passe en RDC nous éclaire mieux sur l'impossibilité dans laquelle la CEDEAO s'est trouvée de jouer ce rôle-là. Là-bas, ici comme en RDC, il y a eu un chantage. Mais nous, en tant qu'acteurs politiques, je ne vois pas comment nous pourrions refuser le dialogue qui nous est proposé. Et aujourd'hui encore, nous ne pouvons pas dire, par principe, nous ne dialoguerons pas. Mais nous pouvons faire le constat que ce régime a davantage besoin de pression. Quand on parle de dialogue, notamment aujourd'hui, ce qui peut se faire, si c'est à l'Assemblée nationale, est-ce que vous n'êtes pas exclu? Mais quel dialogue y a-t-il eu à l'Assemblée nationale quand l'opposition représentée au sein de la C14 y était? Quel dialogue? Mais c'est une illusion. Vous avez des institutions qui sont confisquées, qui sont instrumentalisées. Et ça fait partie des griefs
que nous faisons à ce régime. Ça fait partie des raisons pour lesquelles les Togolais sont dans la rue. Et vous nous demandez, est-ce que nous ne regrettons pas d'être dans ces institutions qui n'ont pas été réformées, qui n'ont pas été redressées, et dans un contexte où rien n'a changé, les conditions n'ont pas changé. Parce que vous pensez que cette Assemblée nationale va servir à quelque chose? Écoutez, c'est une assemblée qui est contrôlée à 100% par le régime, et tous les Togolais savent que ceux qui prétendent se réclamer encore de l'opposition, tous les Togolais savent que ce ne sont pas eux qui changeront grand-chose, qui seront obligés de s'aligner. C'est une assemblée de nommés et donc qui sont redevables à ceux qui les ont nommés. Est-ce que vous voulez dire, madame, simplement, que vous n'avez jamais cru en toutes ces concertations qui ont eu lieu, qui ont émaillé le processus durant 2018? Mais je vous dis que on est obligé de faire le constat. Il y a eu un dialogue qui s'est déroulé sous l'égide de la CEDEAO. Bon, ce qu'on peut constater à ce jour, c'est que la position du régime en place n'a pas bougé d'un iota. Sa position n'a pas bougé d'un iota, et on est surpris lorsque le même régime tente de faire passer les acteurs de l'opposition comme des radicaux. C'est quoi pour eux la définition des radicaux? Non, mais c'est pas ça le sens de ma question. Oui. Vous vous êtes déplacé à Accra, vous êtes déplacé à Conakry, vous êtes réunis à Lomé avec le pouvoir. En faisant tout cela, est-ce que quelque part vous ne croyez pas? Mais vous ne croyez pas qu'au final, on ne le ferait pas si on n'y avait pas cru. Mais on constate que ça n'a donné aucun résultat. On constate que le régime excédé a eu recours à ce dialogue, croyant pouvoir gagner du temps. Mais ce n'est qu'une fuite en avant. Aujourd'hui, nous avons fait le constat que ce dialogue n'a pas pu régler les problèmes. Ce n'est pas pour autant que la lutte va s'arrêter. La lutte va reprendre de plus belle. Et donc, ça ne sert à rien. Il vaut mieux faire face à la réalité. Il vaut mieux comprendre que dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de tout le monde, eh bien, on doit considérer les aspirations des Togolais. Vous aviez annoncé de nouvelles manifestations qui devraient avoir lieu ce samedi. Des explications ont été données et toute cette semaine sur les raisons qui ont motivé les reports. Est-ce que vous voudriez bien le rappeler brièvement? Non, Bruno. Je m'appelle Pierrot. Pierrot, la prochaine fois, excusez-moi. Je vais me fâcher. En réalité, pour tout résumer, on a reculé pour mieux sauter, c'est tout. Les manifestations auront lieu le 26 janvier prochain. Nous les voulons comme des manifestations nationales et nous nous préparons à les organiser le 26 janvier prochain. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et nous avons pris cette décision en raison de la réponse que nous avons eue du ministre à notre lettre d'information. Le ministre qui s'est cru autorisé à interdire les manifestations à l'intérieur du pays, tout simplement parce que nous n'avons pas précisé toutes les villes dans lesquelles ces manifestations vont avoir lieu. Est-ce qu'ils veulent dire que tous les Togolais ne peuvent pas exercer à la fois leur droit de manifester? Cette manifestation est censée donner l'opportunité aux Togolais qui se sont exprimés d'une certaine manière le 20 décembre dernier de confirmer le rejet massif qu'ils ont exprimé vis-à-vis de ce régime. Et nous irons vers ça. C'est pour ça que nous avons reculé
pour mieux sauter. Dans cette émission, on dit on prend les mêmes et on recommence. Il y a un an, on était presque dans les mêmes situations où vous prévoyez manifester, où le pouvoir s'invitait dans la définition des itinéraires ou pas. Est-ce que quelque part, on n'a pas fait du supplat? Sauf qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les députés qui étaient là et qui se retrouvaient au niveau de la C14 n'y sont plus, mais que finalement le Togo n'a pas vraiment bougé. On n'a pas fait du surplace. On n'est pas encore arrivé à nos fins. On n'a pas encore obtenu l'alternance, mais on est en position. Il y a eu des résultats d'étapes qui nous permettent d'être optimistes, tout en ne parlant pas d'un optimisme béat. J'ai souhaité tout à l'heure des vœux d'engagement pour une lutte qui va être très intensive en 2019. Et nous y parviendrons. Bien, merci madame. Nous allons permettre aux auditeurs de participer à l'émission. Je rappelle que nous en avons également qui sont très nombreux à nous suivre sur notre page Facebook. Pour ceux-là, je les inviterai à poser des questions et à préciser l'endroit d'où ils nous suivent. Pour les auditeurs qui sont branchés du côté de Lomé et des villes environnantes, je rappelle les numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Madame, et prenez ce casque s'il vous plaît. Nous avons un premier auditeur qui est déjà en ligne. Et allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Oui, Pélé, vous nous appelez d'où? Votre question? Oui, votre question. Bonjour Pélé, comment allez-vous? Toujours fidèle au poste. On va y arriver. C'est ça. Bien, merci, cher ami Pélé, pour votre question. Madame, les raisons ou bien les objectifs, les revendications qui vont sous-tendre les prochaines manifestations que vous prévoyez organiser au Togo? Merci beaucoup pour cette opportunité que j'ai de repréciser les choses. D'abord, premier objectif, désavouer encore une fois le régime. Montrer que ce régime n'a plus aucune base populaire. C'est le plus impopulaire des régimes de la sous-région. C'est un régime archaïque et qui a besoin d'être changé. Deuxièmement, nous avons des revendications fondamentales et les revendications n'ont jamais été les élections. Donc, nous ne perdons pas de vue ces revendications. Nous nous sommes levés pour les réformes. Nous continuons de réclamer ces réformes-là. Effectivement, on peut penser que le régime va faire les réformes, peut-être pour montrer que, comme il a l'habitude de le dire, de vouloir le faire croire aux acteurs de la communauté internationale que c'est l'opposition parlementaire qui ne veut pas de réforme. Eh bien, aujourd'hui, il a une assemblée qu'il contrôle à 100%.
il faut qu'il fasse les réformes. Mais quelles réformes? Il y a réforme et réforme. Donc nous restons vigilants. Les réformes que nous voulons, nous y tenons encore. Mais au-delà des réformes, ce que nous visons, nous cherchons ces réformes pour aller à l'alternance. Et il s'est fait que sur le chemin, depuis que nous avons repris la lutte dans cette dernière phase depuis 2017, il y a beaucoup d'entre nous qui ont été arrêtés de manière arbitraire. Nous ne les oublions pas. Nous continuons de demander qu'on puisse les libérer et nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas que le chef de l'État ait exercé son droit de grâce et que aucun de ces détenus n'en ait bénéficié. Cela pose vraiment problème. Bien, merci madame. Nous allons vous poser la question de Donald Sossou qui nous regarde depuis la France. Est-ce que les marches seules peuvent contraindre le pouvoir à faire les réformes constitutionnelles? Il n'y a pas que les marches seules, bien sûr. Je voudrais rassurer notre compatriote tout en rappelant tout de même que c'est une arme redoutable. Une arme redoutable à la disposition des citoyens. La preuve, c'est que lorsque nous avons commencé à les utiliser, le régime a dû aller chercher de l'aide à l'étranger pour gagner du temps. Pour gagner du temps. Mais il a raison de se demander si c'est uniquement la manifestation ou ce sont les manifestations qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. La réponse est non. Oui, une autre question de Abassa Elom. Madame, comment est-ce que vous vous sentez en tant qu'acteur politique après la rentrée parlementaire de la nouvelle législature? Eh bien, je constate qu'on joue. On joue avec le pays. Et comme un auditeur l'a dit tantôt, il faisait allusion à un certain nombre d'interviews qui ont été accordées par des membres de cette assemblée. Et cela nous a amené à nous poser des questions sur le niveau du débat, le niveau de ces hommes et de ces femmes, le niveau auquel on veut ramener le débat quand on en arrive à dire quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Je me dis, nous avons du chemin, mais nous sommes contents de ne pas être mêlés à ça et nous nous sentons libres, dopés pour continuer à mener le Deuxième combat. auditeur en ligne. Allô, bonjour. On vous appelle comment? Oui, votre question? Bonjour, Bozambo, comment allez-vous? Bozambo, vous n'avez pas de question? Bien, merci. Je ne sais pas si vous avez eu réaction. Ben, écoutez, je retiens que
mon compatriote a toujours du mal à comprendre, comme beaucoup d'autres, comment la CEDEAO en est arrivée à d'abord accepter le processus unilatéral, le processus électoral unilatéral qui a été mené, et comment elle en est arrivée à accepter ces élections et à demander que le régime... Nous avons d'autres questions à vous poser, madame. La question de Maxwell Edem Afizi. Il nous suit depuis Accra. À madame Brigitte Adjamabo, la fameuse feuille de route ne va-t-elle pas au-delà du 20 décembre? En fait, c'est la première question de notre ami qui nous suit du côté du Ghana. Une réaction? En réalité, pour être... si la CEDEAO devait être cohérente, eh bien, oui, il a raison de se poser la question. On se demande aujourd'hui qu'est-ce qu'elle va faire de sa feuille de route. C'est d'abord sa feuille de route, parce que ce que nous avons demandé va au-delà de ce contenu à minima qu'on a mis en place. Mais nous, étant donné que nous savons ce que nous voulons, eh bien, nous reprenons la lutte sur la base de ce que nous voulons, et puis on verra. La deuxième partie de la question de notre ami qui nous suit depuis Accra, le mandat des deux facilitateurs est-il effectivement fini? Si oui, ne doivent-ils pas présenter un rapport final? Là aussi, c'est logique. C'est logique. Nous, on a cru comprendre qu'on a mis fin à leur mandat. Maintenant, pour ce qui est du rapport final, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils considèrent qu'ils sont plus redevables envers leur père. Donc, c'est au père qu'ils doivent des rapports plutôt qu'au peuple togolais qui est le premier concerné. De sorte qu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir si le rapport qu'ils ont présenté et que nous, on n'a même pas vu, qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas connaissance, si ce rapport était vraiment un rapport final ou si ils ont quelque chose d'autre à présenter. Mais encore une fois, nous avons accepté l'intervention de la CEDEAO qui voulait conduire un dialogue, parce qu'en tant qu'acteur politique, nous ne pouvions pas dire non, nous ne voulons pas de dialogue. Maintenant, nous avons vu comment ça s'est déroulé, comment ça s'est achevé. Eh bien, nous restons libres pour mener le combat et nous le continuons. Troisième auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Herman, allez-y. On a compris, cher ami. Oui, Herman, on a compris votre question. Madame. Cher compatriote Herman, je voudrais d'abord que vous puissiez comprendre comment les choses fonctionnent dans un État. Et que tout ce dont vous parlez là, c'est quelque chose qui relève des prérogatives et des devoirs de l'exécutif. Et qu'une opposition ne peut jamais remplacer un exécutif. L'exécutif est censé
faire en sorte que les Togolais n'aient plus faim, comme vous êtes en train de le dire. L'exécutif a toutes les ressources. C'est lui qui a le monopole des ressources de l'État, des ressources qu'on est censé utiliser pour satisfaire les besoins des Togolais. Et justement, nous les combattons. Nous combattons ceux qui incarnent l'exécutif, nous combattons le système qui incarne l'exécutif, justement à cause de sa mauvaise gouvernance, qui fait que ce régime utilise les ressources de l'État pour faire autre chose que construire des amphis, acheter des scanners, mettre en place des centres de soins dans toutes les localités, y compris le dernier village du Togo. Et nous sommes obligés de mener ce combat parce que ce combat politique hypothèque tout le reste. Vous comprenez? C'est un préalable qu'il faut faire sauter pour créer les conditions pour que tous les Togolais puissent avoir accès à ce que vous êtes en train de dire. Et refuser de faire ce combat-là et de collecter des fonds pour, si vous voulez, parer aux carences de l'exécutif. Il y a tellement à faire que ces fonds, ça va profiter à combien de Togolais sur les plus de 7 millions que nous avons. Donc, chers compatriotes, Herman, retournez vous informer pour voir comment un État devrait fonctionner et vous comprendrez que nous ne pouvons pas faire ce que vous êtes en train de nous suggérer. Merci beaucoup. Mais si vous voulez qu'on se rencontre pour poursuivre le débat hors micro, je suis prête aussi. Bien, merci. Un autre auditeur. Oui, bonjour. Oui, Kodio, votre question. Bien, merci pour la question. Pour les deux questions. Merci beaucoup. Merci pour ces deux questions-là. Et je voudrais dire, en ce qui concerne la première, que je ne comprends pas le raisonnement auquel on nous demande de répondre, parce que nous n'avons pas participé aux élections législatives, donc nous ne sommes plus à même de participer aux élections locales et présidentielles de 2020 annoncées, mais ce n'est pas possible. Politiquement, la force politique que nous représentons, avec le soutien des populations, ne peut pas être exclue des élections. Le sens de la question, madame, est-ce que quelque part, puisque vous ne vous êtes pas fait inscrit, vous n'avez pas de carte d'électeur, est-ce que pour des prochaines élections locales, est-ce qu'il y a eu révision des listes électorales? Mais comment on peut dire que la question du recensement, la question du fichier électoral est résolue de manière définitive? Non, non, le fichier électoral, au minimum, je dis au minimum, doit être révisé. Mais il faudra faire en sorte que nous puissions arriver à un fichier électoral qui soit consensuel et qui soit transparent. Quand le combat, nous le continuons, mais ça fait partie
des objectifs d'étape. Quand vous parlez de fichiers transparents, tout ça, est-ce que ce n'est pas des combats perdus d'avance? Mais non, pas du tout. Mais on l'a vu, Vu pour le 20 décembre, madame. On a vu pour le 20 décembre. Ce n'est pas pour ça que c'est réglé définitivement. À vous comprendre, vous êtes prêt, madame, Bien sûr. à participer à des élections locales qui visiblement peuvent être organisées en mars, avril ou mai prochain? Oui. Est-ce que vous êtes prêt? Mais il faut que les conditions soient réunies. Nous sommes prêts à nous battre pour que les conditions soient réunies et pour que nous puissions. C'est quoi les y conditions? C'est quoi les participer. conditions? Mais les conditions, eh bien, il y a des réformes électorales pour lesquelles nous nous sommes levés. Et parmi ces conditions-là, c'est l'un des points qui a été soulevé, la question du fichier électoral. Vous n'allez pas dire, vous excluez la grande majorité des Togolais parce qu'ils ne se sont pas inscrits pour une cause juste. Ils ne se sont pas inscrits. Moi, je voudrais exhorter, je voudrais déplorer qu'une partie de l'élite puisse prendre des positions de ce genre. Je n'ai pas écouté M. Kokuvi Magloire pour savoir dans quelles circonstances il a déclaré, il a fait cette déclaration, mais je pense que c'est quand même une responsabilité quand on est élite et qu'on veut prendre position. Il faut s'assurer qu'on ait bien compris, qu'on a abordé la question de manière à ce que on puisse comprendre la portée de ce que l'on dit. Je constate que sur la base de ce qu'il a dit, beaucoup de Togolais s'inquiètent et se disent « Ah, nous allons donc être exclus des élections à venir ». Je réponds non. La deuxième partie de la question de l'auditeur, cette partie aussi, elle est très intéressante. La question de la CENI. La question de la CENI aussi est intéressante. Et nous nous sommes battus pour avoir une CENI paritaire. Il y a une décision qui a été prise de composer une nouvelle CENI paritaire et les membres de la CENI sont élus pour un an. Ils ont un mandat d'1 an. Nous avons obtenu que 8 représentants y figurent. Et bien, ces représentants ont été nommés. Ils sont là pour 1 an. Dans tous les cas, nous ne serons pas exclus de la CENI non plus. Nous aurons notre place dans cette CENI. Et tout ça, ça fait partie des combats que nous devons mener pour créer les conditions de transparence pour aller aux élections. Nous sommes au D12 de Biarritz. Et nous tirerons leçon de l'expérience que nous avons déjà. Bien, merci madame. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes au D12 de Pyramide FM avec comme invité Brigitte Adiamabo Johnson, la coordinatrice de la coalition de l'opposition C14. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Oui, oui, bonjour. Oui, monsieur Maglo, comment allez-vous? Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît, monsieur Maglo. Oui, allez-y. Monsieur Maglo, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo. Oui, monsieur Maglo. Monsieur Maglo. Mais comment est-ce que vous définissez le fief? Mais qui? Mais est-ce que vous savez... Est-ce que vous êtes sûr que ceux que vous nommez là, est-ce qu'ils ne sont pas influents dans ces milieux?
On a retenu l'essentiel de ce que veut dire notre ami Baglo. On l'a perdu, madame. Non, je voudrais remercier M. Maglo hein, qui nous donne le courage qu'il faut pour aller de l'avant, mais lui dire que tout ça ne m'étonne pas. Tout ça ne m'étonne pas. Et je voudrais ajouter à ces constats qu'il a fait qu'il y a des gens qui ont été élus sans avoir fait campagne, sans même avoir mis pied, hein, élus entre guillemets, sans même avoir mis pied dans les préfectures où ces gens-là prétendent avoir été élus. Mais tout cela montre que ce qui a été organisé le 20 décembre ne correspond à rien du tout, et que cela devra être refait d'une manière ou d'une autre. Il faut que nous retrouvions très rapidement, le plus rapidement possible, une assemblée qui soit vraiment représentative, qui soit vraiment l'émanation des populations togolaises. L'Assemblée nationale vient d'être élue, elle a fait ses premiers pas il y a juste quelques jours, mais vous demandez déjà ce que une nouvelle assemblée soit mise en place. Est-ce que c'est pas utopique, madame? Non, non, ce n'est pas de l'utopie. Notre combat désormais aussi sera de faire en sorte que le plus rapidement possible, on puisse mettre fin au mandat de cette assemblée. Pourquoi vous le trouvez utopique? C'est une question, c'est un constat que je fais. Puisque... Mais non, ça n'a rien d'utopique. Parce que ce que veut la majorité des Togolais ne peut pas être considéré comme utopique. Bien. Et je suis sûr que c'est ce que les Togolais J'ai pris acte, tous ceux qui sont restés chez eux le 20 décembre, eh bien, c'est ce qu'ils pensent. Je peux le dire. Un autre auditeur. Allô? C'est le 6e. Oui, bonjour. Gévagos, vous parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonjour Gévagos et bonne année. Merci. Merci de nous écouter depuis Bessouza Netimé, madame. Oui, je considère qu'il est en train de nous faire une suggestion et je lui dis, nous la prendrons en compte, nous en discuterons. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de Togolais qui souhaitent que les choses aillent dans ce sens-là. Nous examinerons la chose. Bien, merci. Encore un autre auditeur. Il y a un auditeur, en fait, c'est Darius Satou qui a manifestement l'impression, qui n'a pas le son des auditeurs. Sans doute qu'il est en train de nous suivre sur notre page Facebook. Nous allons nous atteler à ce que dans les prochaines diffusions, on puisse trouver une solution à cette inquiétude-là. Un autre auditeur, allô? Bonjour. Oui, Pelé, si vous voudrez bien laisser la place à un autre auditeur, ce ne serait pas bien? Allez-y rapidement. Bien, merci. Pelé, madame. Mais, oui, en quelque sorte, on peut penser que M. Gilles Christ Olympio, qui n'a pas eu l'opportunité de jouer le rôle de chef de file de l'opposition, qui aurait été un corollaire de cet accord,
on peut penser qu'aujourd'hui, il retrouve en quelque sorte cette position-là. Maintenant, la question est de savoir est-ce que nous, on peut s'aligner derrière lui pour mener la lutte. Nous, on ne peut pas, dans la mesure, on ne fera qu'avec ceux qui posent des actes concrets, qui montrent qu'ils veulent vraiment aller vers l'alternance, au plus tard en 2020, comme on le dit. Donc, il y a peu de chances, telles que les choses vont là, il y a peu de chances que le parti de M. Jécris Olympio aille dans ce sens-là. On les écoute, ils expliquent leur vision sur les médias, mais cette vision n'est pas celle des Togolais. Voilà. Donc nous ne pouvons pas, nous ne comptons même pas, nous n'espérons pas qu'ils puissent se joindre à nous pour mener... Nous faisons un peu de fiction, madame. Demain, Jécris Olympio, on ne sait pas si il continuera pas à être le leader de l'Union des forces de changement, puisqu'entre-temps, il avait annoncé sa retraite politique. Si d'aventure, il revenait sur sa décision, qu'il reprenait les rênes de l'Union des forces de changement, qui faisait appel aux forces démocratiques, notamment les partis de la coalition, à se retrouver, et quelle sera votre réaction? Mais il ne s'agit pas de se retrouver pour se retrouver. Nous nous sommes retrouvés autour d'une plateforme. Une plateforme qui répond aux aspirations des Togolais. Mais si lui ne se retrouve pas dans cette plateforme-là, et qu'au contraire, il se sent plus à l'aise avec le régime que les Togolais combattent, comment voulez-vous que nous puissions répondre à son appel? Comment voulez-vous? La réponse est évidente. Une question de Mohamed Ayeva, une question laissée sur notre page. Madame, permettez-moi de vous demander les vrais buts des marches prochaines. Auront-elles pour but d'annuler les élections législatives du 20 décembre dernier? Mais les marches ne peuvent pas annuler ces élections législatives. Mais les marches vont permettre de poser un acte politique qui va confirmer ce que les Togolais ont déjà exprimé et qui va davantage montrer que ce qui s'est passé le 20 décembre était une pure farce. Voilà, mais les marches n'ont pas le pouvoir d'annuler. Depuis le 20 décembre, on ne sait pas si, entre-temps, vous avez repris contact avec les facilitateurs de la CEDEAO. On sait qu'au sommet du 22 décembre à Abuja, au Nigeria, leur facilitation a connu une fin pour ce qui concerne le Togo. Mais est-ce que derrière, vous avez eu des contacts, même si c'est informel? Oh, Pierrot, je pense qu'il faut désormais essayer éviter de nous poser ce genre de questions. Moi, je ne peux pas vous dire si j'ai eu des contacts. Ce que je peux vous dire, c'est que leur mandat en tant que facilitateur a pris fin. Et logiquement, en tant que facilitateur, nous n'avons plus rien à faire avec eux. Puisque c'est comme ça que la CEDEAO l'entend. Même si la facilitation se termine en queue de poisson. Hein, au point où on se pose la question aujourd'hui de savoir est-ce que la facilitation même de la CEDEAO est terminée ou pas. Mais ce qui est sûr, en dehors de cette facilitation-là, on ne peut pas continuer cette lutte sans avoir des contacts, sans déployer une diplomatie. Mais vous comprenez que je ne puisse vous dire ici au micro, nous rencontrons telle personne, telle autre personne, telle autre personne. Dans certains milieux, la question qui est posée également liée à la C14, à sa diplomatie, à sa vision pour le Togo, c'est la question de l'alternative. Il semble que plusieurs puissances cèdent à la question de l'alternance au Togo, mais que la vraie question, c'est celle de l'alternative. Qui incarne l'alternative à la C14? Il semble que c'est ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, non, je pense que c'est une injure. Une injure que d'être tenté de penser qu'il n'y a pas d'alternative, comme les gens du régime
essayent de le faire croire. Mais je suis tenté de dire aussi que c'est de bonne guerre. Ce que je veux dire, c'est que l'alternative existe. Il existe bel et bien des alternatives à ce régime et nous sommes en train de nous organiser. Et qu'on nous dise il faut montrer cette alternative-là, la personne qui incarne l'alternative pour inspirer davantage confiance aux gens, je suis d'accord. Et ça fait partie du travail que nous allons faire. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut du travail et ça fait partie. Quand on parle de travail, on sait que nous sommes en train d'entrer dans une année qui précède l'élection présidentielle de 2020. Au niveau de la C14, il y a, par exemple, quand on peut imaginer l'alternative, il y a Tipi Achadam, il y a vous, Madame Brigitte Adjamago-Johnson, il y a Jean-Pierre Fabre, mais sur la question, Jean-Pierre Fabre, il a été déjà candidat à une élection présidentielle, il n'a pas gagné. Vous-même, vous avez été à une élection présidentielle. Tipi Achadam, il ne reste que lui, sauf que lui, il est à l'extérieur du pays. Comment est-ce que vous comptez éventuellement aborder une candidature en 2020? Une vision aussi étriquée de l'alternative. Et permettez-nous aussi de ne faire ce travail-là aussi, en tout cas pas en direct sur les médias. Voilà. Bien, merci, j'ai compris, madame. Vous êtes libre de ne pas répondre, de dire non à ma question. Ce que je peux assurer, c'est que je tiens à rassurer les auditeurs en leur disant ça fait partie du travail que nous avons prévu de faire, que nous avons commencé. Nous allons insérer un dernier auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour, c'est monsieur? Oui, commis de Zanguera, votre question rapidement. Okay. Cher ami commis, mais ce que vous dites, est-ce que ce n'est pas un peu grave que des militaires sont en mission dans certains villages du Togo pour tuer des jeunes? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui. Mais est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas une impression que vous avez? Est-ce que c'est pas de la rumeur? Bien, merci. Bien, merci. Nous allons laisser madame. Mais Pierrot, permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous quand vous semblez douter de ce qu'il a dit, de ce que notre compatriote a dit. D'abord parce que ce régime, il est capable de tout. Il est prêt à utiliser tous les moyens et il nous l'a démontré. D'ailleurs, vous remarquerez que nous avons sorti il n'y a pas longtemps une déclaration sur ces questions d'insécurité. Et vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez vu comment on a poursuivi un Togolais qui n'est pas un criminel jusqu'au Ghana, dans un pays voisin, où on a eu le culot d'aller pouvoir le prendre dans un pays voisin. Pourquoi ça vous étonne? Pourquoi est-ce que vous mettez en doute ces témoignages de notre compatriote? C'est un doute, un doute de journaliste. Un doute de journaliste, ok, je vous l'accorde. Mais je voulais le rassurer et lui dire, nous avons des informations. Malheureusement, il ne m'a pas donné, je n'ai pas bien saisi le nom du village. Il dit Danigan. Et donc, Danigan. Ouais. Parfait, j'en prends note. Nous avons reçu beaucoup d'informations de différents villages
dans lesquels le régime sème l'insécurité. Et on a l'impression que quelque chose se prépare. Nous avons reçu des informations selon lesquelles des milices sont en train d'être recrutées et d'être formées, et que des manigances sont en train d'être mises en place pour prétendre que les partis de la C14 ont des armes, et il y a des tas de choses qui se déroulent, et moi je crois volontiers à ce que dit c'est pas de la fiction. C'est pas de la et fiction. je retiens donc son conseil qui est de faire en sorte que nous envoyions des gens dans ces villages-là, précisément pour réconforter les populations et leur donner du courage. Mais au-delà de ça, eh bien, nous prenons au sérieux cette question d'insécurité qui est semée par le régime. Je ne sais pas si ce qui s'est passé cette semaine, ce que le pouvoir a fait, notamment dans certaines localités du Togo, et au final a fait des arrestations de personnes, de cannabis, et a eu à détenir un certain nombre de motos et tout. Vous les ajoutez à ce que vous êtes en train de décrire là? Mais non, mais permettez-nous de nous demander ce qui est derrière cette agitation-là. Comment subitement on se met à vouloir... Et puis, quel est le lien entre procéder à des contrôles, qui sont des contrôles policiers, pour voir si les motos, les propriétaires des motos ont pris les dispositions idoines pour être en règle par rapport à la législation, et le contrôle qui rentre dans le cadre de la lutte contre la drogue. Vous voyez, il y a un amalgame, il y a un mélange. Qu'est-ce que vous conseillez, qu'est-ce que vous conseillez au ministre de la Sécurité? Non, mais ce que nous lui conseillons, c'est de faire son travail normalement, d'éviter l'amalgame, d'éviter cette agitation-là qui veut donner l'impression que ce qu'on est en train de préparer pour semer soi-même l'insécurité est justifié. Voilà. Quand on parle d'insécurité au Togo, il y a un cas. Hier samedi, un braquage dans la zone de Bekouta avec un bilan, quelqu'un a été tué. Oui, on ne comprend pas qu'au moment où il y a toute l'agitation sur ce milieu sécuritaire, et il y a certains qui arrivent quand même à crier de l'insécurité dans la ville. C'est la preuve qu'on s'agite pour rien et qu'en réalité on ne vise pas l'efficacité. C'est la preuve qu'on n'a pas une volonté réelle de lutter contre l'insécurité. Sinon, avec tous les moyens que ce régime a, eh bien, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre que des gens aient l'opportunité encore de procéder à ce genre de braquage sans être pris. On en est à un nombre important de braquages. Et à chaque fois, on nous dit que des enquêtes sont ouvertes, mais à ce jour, nous n'avons eu aucune suite, aucun résultat palpable. On ne nous a montré, jamais on ne nous a montré des auteurs de ces braquages. Vous voyez, tout ça, ça apporte de l'eau à mon moulin. On s'agite pour rien et on ne veut en réalité pas régler les questions. La dernière question, c'est celle portant sur Sylvain Solimpio. Il a été tué 13 janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 13 janvier et sa mémoire continue de planer sur le Togo. Un mot sur cet homme, cet illustre personnage que le Togo a connu. Ce sera un mot d'hommage. Un hommage que je voudrais rendre à l'illustre disparu. D'aucuns diront il n'était pas exempt de tout reproche, mais c'est quelqu'un qui demeure un symbole, un modèle du point de vue de son amour pour la patrie, mais aussi de la vision qu'il avait et pour laquelle on ne lui a malheureusement pas laissé du temps. Hein, et pour nous, il demeurera toujours une référence, un modèle dont nous continuerons à nous inspirer. Merci beaucoup. Parmi les références, il y a aussi
cette célèbre phrase sentinelle, que dis-tu, la nuit est longue mais le jour vient. Cette émission, absolument. elle s'achève ainsi. Merci d'être venue, Brigitte Adjabago-Johnson. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice de la C14, Romaric Freitas. Merci d'être resté à la technique. L'émission sera diffusée tout à l'heure à partir de 19h. Je suis Pierrot Athiobé. À dimanche prochain. Au revoir. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.